Bonjour à tous. Bonjour Nadine. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur les conférences d'Oligreen. Nous sommes honorés. À tous les participants, soyez les bienvenus pour pratiquement la dernière série de conférences avec un format très particulier. C'est que ce sera du coaching pour quelques entrepreneurs qui ont répondu à un formulaire. Mais les autres qui sont connectés peuvent aussi poser des questions pour qu'ils puissent bénéficier de ce format particulier. En plus de Nadine, nous aurons le directeur et le fondateur de Donida, Dr Tidiane Bal. C'est pas toujours évident de l'avoir, donc profitez-en aussi. Alors, les conférences Johnny Green, ça nous a pris 5 semaines et on est toujours ravis de voir que nous avons quand même quelques participants qui essaient de tirer profit de cette opportunité-là. Donc, je vous souhaite une très bonne conférence et n'hésitez surtout pas à renseigner les évaluations que Elodie vous envoie et aussi à être là demain pour la cérémonie de clôture. Merci. Merci Ali, merci pour ces rappels. Effectivement, on compte sur vous pour nous donner des éléments pour nous améliorer parce que c'est la première promotion d'Oligreen, mais on espère bien pouvoir renouveler ce type de conférence pour permettre à un plus grand nombre d'être mieux outillés face aux défis climatiques. Je voudrais donc présenter nos deux intervenants, nos deux coachs pour la soirée. En fait, ce n'est pas du tout leur travail au quotidien, mais ils ont accepté l'exercice. Donc, Nadine Dulac a accepté notre invitation. Nadine, vous êtes environnementaliste. Ça fait de nombreuses années que vous travaillez sur les questions de changement climatique. Vous avez travaillé pour de grandes organisations. Actuellement, vous travaillez pour l'agence belge de développement qui est Enabel et vous travaillez toujours sur les questions de changement climatique, questions environnement. Merci beaucoup d'avoir accepté de vous prêter à cet exercice. Nous avons quelques entrepreneurs qui sont connectés. En tout cas, l'objectif de Donigreen, c'est de réussir à outiller des étudiants, mais aussi et surtout des gens qui se destinent à entreprendre ou qui sont déjà entrepreneurs et qui pourraient réussir aussi à adapter leur projet en fonction de tout ce qu'ils auront appris durant ces 5 semaines de conférences qui ont porté sur les questions agricoles, les questions énergétiques, les questions de gestion de l'eau, assainissement, questions de construction. Voilà, ça a été vraiment très transversal pour essayer d'aborder un maximum de défis et surtout pouvoir proposer des solutions, quelles sont les opportunités d'entreprendre dans ce contexte au Mali. Voilà. Notre deuxième coach de ce soir, alors lui, il a beaucoup plus l'habitude de conseiller les jeunes entrepreneurs. Il s'agit de Tidiane Bal. Il est fondateur et directeur de Donilab, qui est un incubateur qui a vu le jour en 2015 à Bamako, un incubateur qui a donc aujourd'hui des antennes à Sikasso et également à Ségou. Et donc, voilà, je vois qu'il est actuellement déconnecté, petit problème de connexion sans doute, mais il va très certainement arriver. Donc, l'objectif de ce soir, c'est que... Oui, Ali? Je disais qu'il va nous rejoindre dans un instant. Voilà, tu peux continuer. Ça marche. Voilà, alors vous avez été plus d'une trentaine à vous proposer d'intervenir ce soir, en tout cas pour nous présenter votre projet et bénéficier de conseils. Nous avons gardé le même format de conférence qui dure 1h30, donc nous laisserons la parole à quelques-uns d'entre vous qui avaient été informés à l'avance. Donc le format qu'on vous propose, ça va être de vous présenter, de présenter également votre projet, pour que l'on sache aussi à quel stade vous en êtes. Et puis surtout, allez-y à poser 1, 2 ou 3 questions à nos experts ici présents ce soir. Voilà, donc je voulais simplement déjà laisser la parole peut-être à Nadine Dulac pour qu'elle puisse éventuellement se présenter davantage si elle le souhaite. Et puis aussi peut-être s'adresser à nos participants qui ont l'envie d'entreprendre. Nadine Dulac, que pouvez-vous nous dire? Quels sont les conseils que vous souhaiteriez leur donner? Ont-ils raison de vouloir entreprendre, prendre en compte ces défis climatiques dans leurs projets? Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Je pense que c'est un peu inévitable de considérer
l'évolution des changements climatiques dans votre démarche. Donc, moi, je pense que c'est super. Je dirais que pour l'instant, vous êtes vraiment dans une phase où l'innovation, il n'y a pas forcément beaucoup de règles à respecter, à part, par exemple, au Mali, l'étude ou en tout cas une notice environnementale pour montrer que votre impact est pas très important sur l'environnement. Donc, mis à part ça, déjà, vous n'avez pas trop de limites, ce qui est très intéressant. Ensuite, comme vous le savez, donc, tout ce qui va être comment dire, les administrations, même peut-être les partenaires techniques et financiers, quelque part, si vous recherchez des financements, ils vont essayer de vous poser la question qui devrait apparaître assez clairement. Est-ce que vous allez plutôt aller dans le sens de séquestrer du carbone, c'est-à-dire, par exemple, faisant de l'agriculture bio? Ça, c'est une manière de séquestrer. Est-ce que vous allez planter plus d'arbres? Ça, c'est aussi une manière de séquestrer du carbone. Ou bien, est-ce que vous allez plutôt essayer d'éviter certaines émissions, comme par exemple installer de l'énergie solaire, des énergies renouvelables? Donc, selon ces deux volets-là, peut-être que ça peut un peu cadrer votre approche, surtout par rapport aux autres. Mais avant tout, il faut penser à vous et à votre projet. Donc, voilà. En tout cas, voilà. C'est un petit peu ça, je pense, l'intro. Merci. Mais oui, merci. Il y aura plein de conseils distillés au fur et à mesure. En tout cas, chacun selon vos domaines d'expertise et aussi ceux qui vous passionnent. Eh bien, c'est à vous d'imaginer votre projet. Si Tidia n'est pas là, je suis sûre que Alice sera un très bon coach aussi. Hein, c'est ton travail au quotidien. Alors, du coup, on saura pouvoir compter sur ton expertise, hein, Alice, si on est d'accord. Qui ne dit mot consent? Oui, Elodie, ça va? C'est moi qui suis là à la place d'Ali. Ah, bon. Ah, sans la vidéo. Je n'avais pas deviné. Alors, je vais commencer. Alors, excusez-moi, je ne vous ai pas donné d'ordre de passage à tout ce qui allait pouvoir vous exprimer. J'allais commencer par un projet qui est encore au stade d'idée, celui de Asitan Makaji. Alors, Asitan, si vous voulez ouvrir votre micro, c'est possible. Vous avez une idée de projet pour réussir à valoriser les déchets plastiques en les transformant en d'autres produits. Alors, je vous laisse vous présenter rapidement, nous expliquer votre idée de projet et puis surtout, voilà, poser les questions à nos experts. Allez-y. Bonjour. Bonjour à tous les participants et aux coachs. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Moi, je m'appelle Asita Makaji. J'ai un master en audit et contrôle de gestion. Vu actuellement la gestion du déchet au Mali, j'avais l'idée de créer une entreprise de recyclage de déchets plastiques en dalles et tuiles. Dalles et tuiles, pourquoi les dalles et tuiles? Parce qu'on constate actuellement que dans la construction au Mali, et les gens utilisent très fréquemment les dalles pour embellir leurs maisons. Effectivement, tout à fait. Alors du coup, on a compris que c'était un projet qui est encore à l'étude. Quelles seraient vos questions à ce stade? Donc, la première question, c'était de savoir, est-ce que sans expertise dans le domaine, vu que je n'ai pas eu à faire une formation, est-ce que c'est possible d'entreprendre sans être accompagné des techniciens dans le domaine? Alors, Nadine, Tidiane, qui voudrait prendre la parole? Bon, moi, je vais commencer. Après, je pense que Tidiane, il sera peut-être plus… Bon, en fait, moi, je pense que la problématique, elle est bien posée. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un problème de déchets plastiques à Bamako et en général un peu partout. Maintenant, première chose, à ce temps, il faut se rendre compte que les déchets, il faut les voir comme une sorte de filière. Certes, c'est que les plastiques qui vous intéressent, mais
À l'intérieur, ils sont dans un système. Et la première des choses, pour commencer, ça sera de comprendre comment il est le système. Par exemple, je ne vous cache pas que moi, j'ai travaillé là-dessus à Sikasso pendant quelques années. Et le système était que on avait décidé de se focaliser sur certains groupes parce que les femmes, eh bien, elles récupéraient par exemple les plastiques dans les fêtes, les mariages, les marchés, dans certaines zones. Donc, ça, déjà, si vous avez à l'esprit ça, ça vous permet de mieux cerner quel est le gisement de plastique que vous voulez. Maintenant, au-delà du gisement qui existe, la qualité des plastiques est importante parce que plus ils seront contaminés, plus ça va être compliqué, même pour faire des briques ou des tuiles. Bon, moi, pour avoir visité un petit peu les installations qui existaient à l'époque, hein, il y a au moins 10 ans de ça, il y avait une machine qui avait été donnée à toutes les directions régionales de l'emploi pour, en fait, pour fondre les plastiques, hein, c'est en les mélangeant avec du sable, etc. Beaucoup de ces installations n'ont jamais marché, sauf on a été visiter à Kuchala ce qui se passait. Moi, mon impression, c'était que c'était faisable, mais il fallait être très vigilant avec les conditions de travail des travailleurs parce qu'il y a pas mal, vu que vous allez brûler tout ça, les conditions n'étaient avec les émissions, les odeurs et tout, c'était un peu compliqué de voir tout ça. Moi, ça ne m'avait pas donné une bonne impression. Mais je sais que récemment, il y a eu des avancées. En particulier, peut-être regarder plus qu'a fait l'UNICEF. L'UNICEF fait la pub et ils ont construit 2 centres, des écoles avec des briques à base de plastique. Donc ça pourrait aussi vous donner des idées. Moi, je dirais qu'il faut un petit peu mieux cerner tout ça. Et pourquoi pas explorer peut-être un partenariat avec d'autres personnes parce que c'est quand même, voilà quoi, c'est pas que c'est gros, hein, mais ça demande peut-être un petit peu de soutien. Bon, je suis pas sûre de ça quand même, mais c'est un peu mon point de vue. Merci. Oui, effectivement, Allez-y. Oui, effectivement, j'avais constaté aussi que pour ouvrir des centres de recyclage, il faut avoir un moyen un peu élevé. Parce que comme Nadine vient de dire, il faut des machines et des installations, être bien équipé pour la protection de l'environnement aussi et la protection des ressources humaines qui vont intervenir dans le domaine. Est-ce que vous avez une deuxième question pour permettre peut-être à Tidiane de répondre à la fois, en même temps aux deux questions peut-être? Allez-y. La deuxième question, c'est l'implantation de la zone. Est-ce que actuellement c'est possible de s'installer à côté des dépôts de transit si dans la gestion, si l'environnement permet d'installer une usinage à côté de dépôts de transit? Okay. Bon, la loi, ça par contre, je suis assez affirmative. Ça ne va pas la faire en fait, hein, surtout pas à Bamako. À Citan, un tel truc à Bamako, c'est pratiquement infaisable parce que c'est la jungle. Enfin, excusez, mais je vois que Tidiane sourit, mais en fait, c'est vraiment, ça va être très très compliqué. Moi, j'ai visité ce que fait en ce moment Sanouva, qui simplement, c'est pas négatif, hein, mais Sanouva, par exemple, se borne à collecter, à essayer de trier, etc. J'ai été visiter leur centre qui se trouve sur la route de Ségou. Je ne sais pas, c'est quand même déjà à au moins 10 km de Bamako, ce qui est déjà un peu beaucoup pour transporter après avec des tuk-tuk, des plastiques, des machins bidules. Et eux,
Ils ont un périmètre qui est assez grand, donc ça, c'était bien. Si à 7 ans, vous avez ça, c'est bien. Mais en réalité, les gens viennent s'installer à côté. Donc, et vous savez bien que dans la zone de Bamako, il y a vraiment une pression et que les gens, ils ne vont pas du tout apprécier. On va vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, moi, je dirais qu'une telle chose, peut-être vous pouvez vous intéresser à un segment de tout ça et ensuite, ou pourquoi pas, le faire dans une autre ville. Parce que en ce moment, ce qui est en train de se passer dans l'assainissement des déchets solides, c'est qu'il y a une nouvelle politique nationale de l'assainissement qui va être prochainement approuvée, c'est-à-dire, elle est techniquement, enfin, le document est rédigé, mais bon, compte tenu de la situation politique, elle n'est pas approuvée par un décret, mais ça va se faire. Et en même temps, là, maintenant, les partenaires techniques, ils financent la formulation de nouveaux programmes des programmes nationaux de gestion. Donc, il y a les eaux usées, les déchets solides, les déchets spéciaux, enfin, toute une série, il y en a 7. Et je me dis que vous êtes dans la bonne période, mais certainement, franchement, moi, Bamako, ça m'affole, mais dans d'autres communes, vous pourriez très bien avoir un espace à Ségou, à Sikasso, par exemple, sur la décharge de Sikasso. Nous, on avait construit une plateforme, il n'y a personne qui fait rien là-bas avec. Et ainsi de suite, j'imagine, même Koulikoro, ça serait faisable et tout. Bamako, je laisse Tidiane dire ce qu'il pense, mais moi, malheureusement, sachez juste que sur Bamako, la Banque mondiale va faire un gros projet. Donc, il y aura certainement maintenant une vision sur la gestion des déchets solides de Bamako, mais ce n'est pas pour aujourd'hui ni pour… voilà, il faut compter dans 2, 3, 4 ans. Voilà, c'est un peu ce que je peux vous dire. Ok, merci Nadine pour vos explications. Je rejoins Nadine en fait sur la non-faisabilité à Bamako parce que moi, la question que je pose déjà, ou la problématique, c'est celle de brûler des déchets en fait. Est-ce qu'on nuit pas plus à l'environnement qu'on les sert? Voilà, maintenant sur peut-être l'aspect business de la chose. Vous savez, quand on crée une entreprise, on n'est pas forcément obligé d'avoir toutes les expertises ou l'importance de l'équipe. Donc, si vous n'êtes pas spécialiste de ces questions-là, mettez quelqu'un dans votre équipe qui maîtrise le sujet et qui peut quand même vous donner des conseils ou quand même aider la boîte à aller de l'avant. Maintenant, sur peut-être la question de est-ce qu'on brûle à Bamako ou pas, est-ce qu'on va dans les régions? Nous, on est à Ségou et à Sikasso. On sait qu'il y a plus de places dans ces régions qu'à Bamako. Et vu que je pense qu'Enabel a déjà une plateforme sur place et que personne ne fait rien avec, ça peut être très pertinent de l'utiliser. Donc, l'autre chose à faire, c'est aussi peut-être commander une étude sur l'impact environnemental de votre business. Quel va être votre impact sur l'environnement? Maintenant, si vous voyez que vous nuisez plus à l'environnement que vous le servez, peut-être qu'il faudra pas changer de business, mais peut-être aller sur une autre partie de la chaîne de valeur, en fait, des déchets. Donc, je pense que c'est une grosse chaîne de valeur. Donc, si vous voyez que sur une chaîne de valeur, vous causez plus de tort à l'environnement, vous pouvez switcher. Je ne sais pas si Nadine a quelque chose à ajouter à ça. Ouais, par exemple, maintenant, si UNICEF a pu faire des briques, il faudrait aller voir le process qu'ils ont utilisé. Moi, j'avoue que je ne sais pas, hein, mais ils le font. Hein. Il me semble que si ce n'est pas en RCA, il y a au moins 2 endroits au Kenya où ils ont fait pas mal de pubs là-dessus. Donc, il faudrait retourner voir leur process parce que dès l'instant où vous avez un process qui est là, vous pouvez toujours l'utiliser pour montrer aux autorités maliennes que c'est faisable. Sinon, se lancer dans une étude environnementale au Mali pour expliquer les impacts et tout, là, on va dans une machine à laver parce que les autorités ici, c'est compliqué. Donc, moi, je pense qu'il faudrait prendre un exemple qui est UNICEF, ça me semblerait, ou peut-être autre hein, parce que ça intéresse pas mal. Après, en off, moi, je peux vous donner quand même les contacts de mes collègues de Waste qui travaillent là-dessus. Je me rappelle dans le projet APEJ
avec comment il s'appelle enfin voilà, avec les gens du Mali, là, ils travaillaient, il y avait même des machines indiennes, ou bien peut-être aller sur d'autres usages. Vous n'êtes pas, par exemple, ce qu'ils font les Libanais, là, ils recyclent les plastiques pour en faire des cuvettes. Ça, bon, après, ça, c'est autre chose, hein. Mais ils recyclent les plastiques, ils font des petites boulettes et après, ils le remettent dans leur système pour faire des cuvettes, quoi, voilà, des bassines, pardon. Ça existe. Il y a au moins 2 ou 3 entreprises comme ça à Bamako. Vous pourriez les visiter si vous voulez pour vous faire une idée. Assitane? Oui, d'accord. Merci beaucoup pour les conseils. Voilà. Et n'hésitez pas à passer le voir à Dolila pour D'accord, c'est plus noté. d'informations. Ouais, je pense que ce sera très intéressant à ce stade d'idéation que vous alliez visiter certains acteurs qui travaillent déjà sur cette filière. Donc, on a bien noté l'appui de Donila, de Madame Nadine Dulac pour vous orienter vers des acteurs qui font déjà ça pour que vous puissiez mieux imaginer votre projet futur. Merci beaucoup d'être venu partager votre projet avec nous, Assitane. On va maintenant laisser la parole à un second entrepreneur qui est aussi au stade d'idée. Donc, je vous ouvre le micro. Donc, c'est Massa Al-Ansari. Vous êtes au stade d'idée. Vous aimeriez proposer des seed balls. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Et tout d'abord, on aimerait que vous puissiez vous présenter et expliquer donc votre idée de projet. Allez-y. Allô, oui, bonjour. Je suis Massa Al-Ansari. Je suis malienne, Touareg, et j'habite à Sikasso. Donc, j'ai une formation en maîtrise gestion financière et depuis 2012, j'habite à Sikasso. Je suis en stade d'idée pour faire les seed balls. Seed balls, c'est des boules sémencières, c'est-à-dire on mélange de la terre, l'argile, avec des semences et de l'eau. Ça peut être aussi utilisé avec du papier, recycler du papier, les sécher et les jeter dans la nature. Parce qu'il y a des endroits où on peut pas faire des pépinières et repiquer les arbres pour reboiser la terre. Comme je viens de Tombouctou et que la région de Tombouctou aussi est une zone désertique, donc ça me donne des idées de revoir cet aspect de l'environnement. Et j'avais vu ce genre de seed balls au Kenya en 2012. Une fois, j'avais visité le Kenya et la Tanzanie. Et à l'époque, j'ai vu, mais je n'avais pas compris ce que c'était. Bon, au fur et à mesure, j'ai développé cette idée personnellement. Et j'ai appliqué les différentes méthodes que j'ai vues sur YouTube et autres sur Internet dans mon champ. J'ai cultivé des anacardiers avec cette méthode, des papayers, le potager comme les tomates, le gombo, ainsi de suite, plusieurs cultures. Et bon, dans la zone de Sikasso aussi, quand je suis venue depuis 2012, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de coupes de bois et la transformation aussi en charbon. Mais je ne vois pas, les gens ne reboisent pas beaucoup. Et au fur et à mesure aussi, il y a moins de pluviométrie et il fait plus chaud ici. Allô? Oui. Oui. Et bon, les avantages, c'est de créer de l'emploi, faire travailler des femmes. Et c'est bénéfique aussi pour la surface sèche. Pas besoin de soulever et creuser la terre. C'est très économique. On n'a pas besoin d'un tronc, juste de semences avec la terre et l'eau qui est disponible sur place. Ou le papier aussi qu'on peut recycler. C'est biodégradable et c'est bon pour l'environnement. Et bon, et on lutte contre la coupe abusive du bois et la transformation en charbon. Bon, mes questions? Quels sont les acteurs qui appuient ce genre d'initiative au Mali? La deuxième question est, est-ce que Donila peut nous aider à développer et vulgariser les seed balls au Mali?
en développant un business commercial autour des seed balls. Et la troisième question, comment développer les techniques commerciales? Excellent, merci beaucoup pour cette présentation. Je laisse la parole peut-être à Nadine tout d'abord et ensuite à Tidiane qui nous expliquera aussi les modalités possibles d'accompagnement de la part de Donilab. Ok, ça vraiment, moi je trouve, d'abord merci pour la présentation. Moi je pense que l'idée est très pertinente. En plus, vous l'avez bien travaillé. Depuis 2012, vous cogitez avec ça. Récemment, j'ai vu ça, j'ai également vu un reportage là-dessus. La seule chose, moi, je pense que ça peut intéresser. Maintenant, comment le faire je verrais bien, par exemple, que vous puissiez démontrer quelques petites choses, avoir un papier spécifique que vous pouvez présenter, par exemple, je ne sais pas, à des ambassades, à des gens qui s'intéressent à l'innovation, en plus, bien sûr, de tout ce que fait Donilab. La seule chose, c'est essayer de trouver des réponses à des questions comme, parce que c'était aussi dans l'émission que j'ai vue récemment, il disait que c'est à peu près que 10 à 15% des graines qui finalement finissent par germer. Mais que, comme vous l'avez bien dit, il y a vraiment des belles opportunités parce que ça demande bien moins de travail et on voit que ça va se faire. Donc, moi, je pense qu'il faut foncer. Il faut essayer de trouver un créneau pour garder votre idée à vous, bien sûr, parce que ça serait dommage qu'on vous copie votre idée, mais tout en essayant de la présenter à plusieurs autres potentiels bailleurs, peut-être les ambassades ici à Bamako, et essayer d'essayer de voir aussi un peu de recherche. Parce qu'au Mali, il ne faut pas oublier que tout ça, si ce n'est pas validé, par l'IER en particulier, ça va être assez compliqué que vous puissiez avancer. Donc peut-être faire, si vous devez monter un petit projet en demandant un financement, ne pas oublier l'IER là-dedans qui va vous suivre. Et comme ça, au fur et à mesure, vous pouvez garder la propriété de votre idée, etc. quoi. Voilà. Merci beaucoup, merci. Merci pour l'idée. Je n'avais pas pensé à l'IER. Mais pour les ambassades, je suis en collaboration avec des amis à moi. Chacun de nous a un profil différent. Je suis comptable, financière. Il y a un qui fait du lobbying. Et il y a un qui est, il y a un qui est vétérinaire et un qui est agronome. Donc, on est en train de regrouper cette idée et pour travailler ensemble. Il y en a qui sont à Bamako, Bougouni et 2 qui sont à Sikasso. Donc, on est en train de travailler ça pour faire un document et démarcher, voir ce qu'on peut faire. Mais on n'attend pas d'être financé parce qu'on veut apprendre à la population ici et ailleurs comment, avec un peu de choses, on peut faire grand. OK, très bien. Merci. Merci beaucoup. OK, merci Massa pour vos questions. Et moi, j'ai une question pour vous deux. Qu'est-ce que vous avez déjà entrepris comme démarche auprès des potentiels partenaires et quels étaient les retours? Et aussi, quel est le taux de réussite en fait, jusque-là de votre innovation? En fait, quand vous faites des pépinières ou vous mettez les graines, combien de pourcents germent en réalité? Oui, pour les ambassades, on n'a pas encore commencé, ni aucun organisme, on n'a pas commencé à les démarcher. Nous sommes en réflexion. Et pour les germinations, j'ai testé les anacardiers il y a 4 ans. J'ai des anacardiers qui ont commencé même à produire des fruits très beaux. Et j'ai testé la tomate. Généralement, le pourcentage, c'est entre 60 et 70% de réussite. Parce que si j'ai testé ça à une échelle vraiment réduite.
OK, donc ça veut dire que vous avez quand même déjà des arguments commerciaux qui sont valables. Vu que vous-même, vous l'avez testé et ça marche, ça veut dire que vous avez une preuve de concept. Et maintenant, peut-être, ce qu'il faut faire, c'est avoir un mindset business, développer une stratégie commerciale autour. Et aussi, en faisant ça, on fait en même temps le mapping des acteurs qui sont censés être intéressés par la solution. Aujourd'hui, bon, peut-être Nadine pourra le confirmer, mais je sais que tous les bailleurs aujourd'hui sont intéressés par la plantation d'arbres. On parle de plus en plus de la muraille verte, même s'il y a des débats autour. Et au Mali, la mise en œuvre est difficile parce qu'il y a quand même une grande insécurité sur la zone du tracé de la muraille. Donc, ça veut dire qu'il y a une opportunité à saisir de ce côté-là. Voilà. Après, l'autre réponse à votre question, comment est-ce que nous, on peut vous aider? On est à Sikasso déjà, je ne sais pas si vous êtes au courant, on a un hub sur place, on a un hub manager. Donc, ce qu'on peut faire, c'est peut-être voir, caler un rendez-vous avec lui, ou peut-être tous les 3 ou les 4, on peut en parler. Nous, on va essayer de comprendre davantage en fait, votre business et quel business model on peut définir ensemble. Comment est-ce qu'on peut vous aider en vous ouvrant des portes et aussi dans votre stratégie commerciale. OK, parfait. Je connais là où se trouve le bureau du hub à Sikasso. J'avais déjà visité il y a 1 an de cela. Mais bon, j'ai eu trop d'activités, je n'ai pas pu retourner encore. C'est vrai qu'avec le Covid aussi, on avait aussi réduit les activités. Donc, mais là, on vient de reprendre à plein temps. OK. J'avais contacté, il y avait M. Samaké à l'époque, il y a 1 ou 2 ans. Oui, c'est vrai, mais il n'est plus là-bas. Ouais. OK. Parce que je vais contacter directement, c'est plus simple. OK, ça marche. Merci beaucoup, monsieur. Il faut donner suite. Il faut poursuivre ce projet. Je suis sûre que c'est très, très prometteur. On compte sur vous et on espère que tout cela va aller de l'avant. C'est certain qu'il y aura beaucoup d'intérêt. Et donc maintenant, il faut vraiment réfléchir à cette stratégie commerciale pour réussir à promouvoir et diffuser plus largement ces seed balls. Bravo pour l'initiative, Mahassa. Et merci. Donc, merci beaucoup. On va laisser la parole maintenant à un prochain. Merci à vous. Ibrahim Doumbia, je vous ai ouvert le micro. Oui. Ok, c'est bon, voilà. Donc, on passe maintenant dans le domaine agricole. Vous êtes propriétaire d'une ferme biologique. Donc, on vous laisse vous présenter. Je ferme le micro de Massa. Voilà. Et présenter donc votre ferme Iriwa. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'opportunité d'échanger avec vous sur mon projet. Je suis Ibrahim Doumbia, j'ai un master en microbiologie et voilà, je dirige la ferme, disons, familiale que j'ai repris et ça fait moins d'1 an. Maintenant, avec le modèle, en intégrant maintenant, en changeant toutes les activités pour faire du biologique. Donc, Iriwa, alors, le projet, c'est la ferme biologique. Elle est inspirée du modèle du centre Sangui. Nos produits, nous voulons faire un peu de tout, de maraîchage, donc les légumes, les œufs, les fruits, les céréales, les poissons, l'élevage, l'apiculture. Mais bien avant ça, enfin, le projet, il est né de notre grande préoccupation de la faim dans le monde. Donc, quelques chiffres. En 2019, on avait 690 millions de personnes qui souffraient de faim dans le monde, 2 milliards qui n'avaient pas accès à une alimentation saine, nutritive et suffisante. Et malheureusement, avec la pandémie de COVID-19, nous voyons que les choses vont de pire en pire. Et voilà, une autre préoccupation, c'est qu'en réalité, dans nos constats, on voit qu'en réalité, c'est les agriculteurs qui, malheureusement, sont parmi les plus pauvres. Et ces agriculteurs-là qui produisent, qui cultivent pour nourrir tout le monde, c'est malheureusement eux qui n'arrivent pas à se nourrir de façon suffisante. Donc, notre vision, c'est en fait à travers le système intégré, c'est d'arriver à produire en quantité avec un faible coût de production, de proposer des produits de qualité supérieure et abordables surtout pour les plus nécessiteux, à tous et surtout pour les plus nécessiteux.
Pour cela, dans le système intégré, ce que nous comptons faire, c'est pour expliquer un peu, en fait, c'est l'utilisation des déchets. On va utiliser les déchets, tout est utilisé en fait pour produire de la valeur. Donc, notamment les déchets qui sont, par exemple, utilisés comme intrants. Donc, en agriculture, nous allons utiliser les céréales, produire des céréales en agriculture pour nourrir le poulet, dont les fientes vont servir à fertiliser les sols, à nourrir le poisson, etc. Donc, cela va nous permettre de réduire les coûts. Cela va également nous permettre, n'est-ce pas, de faire de l'agriculture écologique qui préserve l'environnement et qui aussi arrive à préserver les équilibres et la biodiversité. Un autre composant, c'est aussi la recherche et l'innovation, des solutions toujours plus innovantes, et notamment l'utilisation du biogaz, l'utilisation des biocarburants, l'utilisation du solaire pour le fonctionnement de la ferme, et pour que, en réalité, nous n'ayons pas, in fine, à mettre beaucoup d'argent, sinon pratiquement rien, pour la production de nos produits, et à utiliser tout ce que la Terre nous offre comme solution, tout ce que la Terre peut nous offrir comme opportunité, en fait, pour produire avec un coût faible d'exploitation, des produits de qualité pour nos parents, notre marché cible. Donc, et pour parler du marché cible, en fait, nous allons viser les marchés locaux parce que nous voulons impacter les marchés locaux au point de pouvoir même imposer des prix aux spéculations, parce que pratiquement les prix sont imposés par le marché. Mais nous voulons agir de telle sorte que nous puissions impacter les prix des spéculations sur les marchés. Et nous allons commencer par le marché de la commune rurale de Oulé-Sébougou. Donc, pour donner quelques idées en termes de chiffres, de projections chiffrées, pour exploiter 1 hectare de légumes et 1000 poules pondeuses, nous avons besoin de 14 millions pour commencer. Et à la première saison, à la première récolte, nous prévoyons par exemple 3 millions avec une charge variable de 300 000 francs et donc une marge s'élevant à 2 700 000. Donc, à la troisième année, par exemple, nous prévoyons un résultat net de 22 790 000. Voilà. Donc, actuellement, nous avons 2 employés sur le site et je termine par vous inviter à vous joindre à nous, et c'est un peu l'opportunité à travers cet échange-là dans notre lutte pour lutter contre la faim en Afrique. Et donc, j'ai une préoccupation que je rencontre actuellement à la ferme, c'est le changement de mentalité, en fait, la formation au niveau déjà de mes personnels, parce que ce qui sont les employés qui sont déjà habitués à un système de production. Et donc, voilà, classique. Et donc, pour les faire changer, c'est pas facile. Donc, est-ce qu'il y a des pistes qui peuvent m'aider à aider à cette formation-là? Et aussi une question qui est de trouver des bons employés pour la ferme, parce que c'est une des difficultés auxquelles je suis confronté actuellement. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va demander donc à Nadine ou Tidiane de rebondir, peut-être déjà sur l'idée de projet, enfin, vous êtes en activité depuis moins d'1 an, mais vous êtes en activité, et puis essayer d'apporter quelques éléments de réponse à vos questions, principalement par rapport à l'équipe qu'il faut réussir à mobiliser et former pour justement cultiver autrement, plus durablement. Nadine, peut-être? Oui, merci Ibrahim et bravo pour vos travaux et l'avancée. Tout d'abord, ouais, franchement, donc moi je pense que c'est l'avenir en fait. Donc ce que vous faites dans cette commune rurale, je pense que ça peut s'appliquer ailleurs et ça doit s'appliquer ailleurs. Récemment, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Monsieur Mambi Fofana, qui a lui aussi, il a passé toute sa carrière, il est forestier d'origine, mais il a vite quitté l'ONF
enfin l'ONF, pardon, la DNF, pour travailler sur l'environnement, etc. Et il a une ferme que j'ai visitée récemment, qui est un bijou. C'est-à-dire que, si possible, peut-être après, on va rester en contact parce que j'aimerais bien que vous alliez faire un tour. Lui, c'est un peu comme une bulle. Par rapport à moi, je ne peux pas dire grand-chose. Si ce n'est que le modèle est tout à fait faisable. Par exemple, il me faisait voir la bracharia qu'il avait séchée pour ensuite la donner à ses brebis. Enfin, il n'y a que des cycles, il n'y a que des choses comme ça qui s'intègrent. Maintenant, moi, je dirais sur le personnel, parce que c'était vraiment la question, peut-être inciter votre personnel par rapport entre les revenus, ce que vous les payez, et peut-être des incitations sur plus de revenus s'il y a plus de production, ou je ne sais pas moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens, quand ils se sentent considérés et quand ils sont à l'intérieur vraiment d'un projet, eh bien, ils sont heureux, donc ils vont rester. Alors, c'est peut-être ça qu'il faut nourrir plus, mais sachez que votre problème, tout le monde a ce problème, donc il n'est pas spécifique à votre secteur d'activité, malheureusement. Merci. Merci. Diane? Ok, merci Nadine, merci Ibrahim et bravo pour votre entreprise. Merci. Moi, je me dis peut-être que vous n'allez pas pouvoir nourrir l'Afrique, nourrir le monde. Voilà, je le souhaite. Voilà, vous allez quand même pouvoir peut-être régler des problèmes dans votre communauté et aussi mettre à disposition peut-être la capitale et environnant des produits sains locaux. Maintenant, ma question, c'est parce que votre problématique, c'est au niveau des ressources humaines. Je pense que toutes les entreprises, quels que soient les secteurs d'activité au Mali, rencontrent ces problèmes-là. Maintenant, après, c'est des ressources quand même de niveau de qualification différents parce que les ressources que vous cherchez, ce n'est pas forcément des gens qui n'ont pas de design. Donc, c'est souvent comme on les appelle des manœuvres. Mais après, j'ai envie de savoir combien est-ce que vous les payez parce que ça, c'est très déterminant. Voilà, Oui. combien est-ce que vous les payez et quelles sont les mesures incitatives que vous mettez en place? OK. Pour le moment, comme nous continuons parce qu'ils sont déjà là, c'est la ferme familiale que moi, j'ai repris. Donc, actuellement, ils sont à 25 000 francs par mois. C'est le prix qui se fait un peu localement. Mais dans mon projet, j'ai prévu effectivement, en fonction de l'évolution du business, comment on appelle ça, de les augmenter. Mais il y a aussi que, par exemple, avec la production, une partie de la production leur revient. Par exemple, actuellement, nous ne vendons rien. Tout ce qui est produit au niveau de la ferme, c'est eux qui les... on ne fait pratiquement, on ne prend pas sur ça, quoi. Donc, dans ce cas, cela va un peu continuer et ils auront la possibilité, eux aussi, de pouvoir aussi développer leurs produits. Par exemple, il y en a qui ont des poulets, des moutons déjà dans le champ. Ils peuvent, une partie de la production, ça va servir aussi à leurs besoins pour qu'ils se nourrissent de ça et tout ça. Donc, voilà, donc vraiment, je pense que je suis dans déjà, j'ai aussi travaillé en industrie et je sais combien c'est important de pouvoir valoriser en fait le travail et pas forcément le pécule que la personne gagne, la reconnaissance du travail. Et donc, du coup, cette reconnaissance-là, ce management-là, il est là déjà en moi. Et en plus de cela, nous ouvrons la porte à tout ce qui peut être un profit en plus pour que le travailleur, en réalité, sente que s'il travaille, il va se faire de l'argent, il va avoir des profits. Moi, je pense que vous avez déjà la réponse à une partie du problème. Il faut toujours motiver, quel que soit le type de boîte que vous avez, à motiver ses collaborateurs. Et surtout dans votre cas, bon, je vois que vous êtes au-dessus, en dessous du SMIC, 25 000. Oui, oui.
Donc maintenant, peut-être compenser ça. J'ai vu les modèles des jardiniers à Bamako. En fait, leurs employés, ils leur donnent une partie des terres qu'ils peuvent exploiter eux-mêmes. Ça veut dire quand même qu'il faut accepter qu'ils deviennent des petits, pas des petits concurrents, parce qu'après, c'est vous qui les aidez à écouler leurs produits, parce qu'ils n'ont pas accès au marché que vous avez. Donc, vous utilisez vos canaux pour vendre leurs produits et qu'après, ils se font aussi de l'argent en plus de la petite rémunération que vous leur offrez. Après, si on paie à quelqu'un 25 000, il ne faut pas être étonné après qu'il triche, qu'il vous vole ou qu'il demande. Tout à fait. Donc après, tout à fait. c'est pas surprenant. Exactement. La solution, c'est de les motiver, c'est de leur donner plus de revenus, peut-être d'une partie des terres, afin qu'ils les exploitent. Ouais, il y a cette possibilité, effectivement. Il y en a qui, effectivement, font un peu de maraîchage à côté. Et nous ne sommes pas contre ça, oui. Donc peut-être qu'il faut institutionnaliser ça et voir avec eux, trouver des arrangements, et parler de ça ou quoi. Ouais, peut-être tester les modèles, quoi. Mettre en place un modèle et les tester et voir les modèles qui marchent. Exactement, voilà, c'est ça. Ouais. Je voulais reprendre la parole avant que Ibrahim a fini sa session. Parce qu'avec 1 hectare, c'est vraiment le minimum pour que vous puissiez rentabiliser. Et du coup, moi, si j'étais vous, j'analyserais vraiment, je sais par exemple que la menthe, ça ne demande pas forcément beaucoup d'espace. Et puis maintenant, il y a des techniques hors sol où vous pouvez peut-être avoir des niches pour que vous puissiez vraiment rentabiliser votre hectare. Parce que c'est tout un système, mais il faudra que ça soit durable, quoi. Ça va l'être, hein, mais il faut quand même bien que vous réfléchissiez. En plus, vous avez un master et tout. Essayez de bien comprendre tout ce mécanisme pour que, donnez-vous, je ne sais pas, 2-3 ans, le temps que certains arbres ou certaines plantes, ça avance et tout. Et voilà quoi. Mais 1 hectare, c'est déjà pas mal. Mais essayez de rentabiliser au maximum les espaces avec, vous avez bien le bio là, avec la permaculture, etc. Donc, avec tout ça, je pense que vous êtes bon. Ouais. Oui, effectivement, nous, si vous me permettez, nous avons des terres, nous avons peut-être 50 hectares. Donc, les sites sont disponibles. Et par exemple, nous avons, oui, ils sont séparés par site. Et nous pensons faire, par exemple, le même système sur tous les sites, mais nous commençons avec 1 hectare d'abord. Ouais. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Mais ce serait intéressant de pouvoir visiter parce que je suis dans cette démarche-là. Je passe dans pratiquement toutes les fermes pour regarder ce qu'ils font et pour voir la ferme de Mambi, elle se trouve sur la route de Sibi, juste avant le péage. Donc, peut-être à travers Tidiane, on peut prendre un rendez-vous et aller la visiter. Je pense que ça serait vraiment intéressant. Ouais. Normalement, c'est le samedi que les visites sont possibles. D'accord. Bon, c'est formidable. En tout cas, on vous mettra en relation, c'est certain. Bon courage, Ibrahim. Vous êtes sur la bonne voie. C'est vrai que le Covid a encore plus démontré l'intérêt d'avoir des fermes avec des produits sains, de proximité. Alors, comme dit Nadine, c'est l'avenir. Bon courage à vous. Bon Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Binta Keita. Binta, vous êtes dans le domaine de l'éducation, en fait. Et donc, vous avez suivi, il me semble, avec assiduité, le cycle Denis Green. Vous allez vous présenter et puis aussi donc, poser vos questions à nous. Allez-y. Alors, bonsoir à tous. Comme vous l'avez dit, j'ai vraiment suivi avec assiduité ce programme-là parce que ça m'a vraiment ouvert les yeux sur pas mal de choses, en fait. Moi, pour dire vrai, j'ai une entreprise déjà qui évolue dans le domaine de l'éducation. C'est une école premier cycle, second cycle.
Mais vu la maladie à COVID-19, j'ai compris qu'une diversification des activités est souvent bien. Donc, je cogitais. Il y a mon père qui a un terrain à Djatoula. Donc, j'avais envie d'expérimenter le compostage. C'est-à-dire que sur les différents marchés de Bamako, les marchés de légumes, je constate que, en fait, ces détritus-là ne sont pas trop utilisés. Donc, je voulais voir s'il était possible, en fait, de faire une sensibilisation pour un tri sélectif. Donc, pour pouvoir prendre ces détritus-là, donc les mettre, creuser un petit trou, donc mettre les détritus, mettre de la terre. Maintenant, ensuite, pour pouvoir faire des séries de détritus, des séries de terre, pour pouvoir faire de l'engrais bio commercialisable. Mais je me demande, est-ce que c'est possible de le faire? Comment est-ce qu'il faudrait le faire? Est-ce que c'est pas utopique? Donc voilà, un peu. Allô? Voilà, ben, très bien. On vous a entendu, effectivement. Du coup, je laisse la parole à Nadine pour répondre à ces questions-là. Ok, donc Binta, franchement, félicitations déjà pour l'école. Merci. Il ne faut pas laisser tomber, hein. Du coup, c'est hyper prise. Mais il y a un lien étroit entre l'école et puis sensibiliser vos élèves avec le compostage. Donc, si vous avez peur de commencer à une grande échelle, vous pouvez déjà appréhender à une petite échelle avec vos élèves. Mais moi, je dirais que c'est faisable dès l'instant où vous maîtrisez un petit peu les gens qui vont vous amener qui vont vous donner les déchets. Alors, si par exemple, pas très loin de votre terrain, vous arrivez à avoir des ménages, des concessions, où vous pouvez peut-être leur laisser soit une poubelle ou à l'époque, on utilisait des demi-fûts, mais vous pouvez penser par exemple à des sacs qui sont faits, je ne sais pas, avec des… bon, je sais, j'ai pas trop vu ça au Mali, mais en Asie, par exemple, on tresse des plantes, des choses comme ça. Donc, vous pourriez avoir des paniers et vous les laisser en expliquant bien. Et ensuite, vous les récupérez de manière voilà, fréquente. Parce que je ne sais pas où c'est exactement que ça se passerait, mais bon, bien sûr, ça crée un peu des odeurs d'avoir des déchets comme ça organiques. Mais ceci étant dit, pour faire des fosses compostières, c'est très, très simple. Il y a plein de documentation. Il suffit de creuser 1 mètre cube et vous faites des layers entre vos déchets bio. Vous pouvez mettre un peu de sciure, des petits morceaux de bois. Donc, bref, par exemple, à Badalabougou, il y a tout un marché de la banane et on ne sait pas quoi faire de ces déchets bio. Donc, moi, je dirais, si vraiment ça vous tient à cœur, commencez petit à travers peut-être votre groupe d'éducation. Mais il y a une niche. Il y a une niche. Bien sûr que les céréaliers de Bamako, ils voudront des déchets pas triés. On voit qu'ils polluent tous les alentours de Bamako avec les déchets des camions qui viennent déverser. Mais il y a des gens qui veulent du bon compost. Par exemple, à Hippodrome, il y a des gens qui trient et qui vendent du compost. Donc, il y aura un marché. Alors après, il y aura tout un travail à faire. Mais c'est quelque chose il y a de l'avenir là-dedans. Il n'y a pas de problème avec ça. Ok. Ok, merci Binta et bravo pour votre école et l'initiative. Moi, je dirais, mais pourquoi vous ne faites pas les liens déjà entre comment est-ce que vous pouvez intégrer des notions, ou même, je ne sais pas, un cursus environnemental à votre école, plutôt que d'aller sur un nouveau projet qui va vous prendre beaucoup de temps de réflexion et peut-être beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Voilà, ça c'est ma question d'abord. En fait, j'ai toujours un projet de tri sélectif en fait. C'est-à-dire qu'au niveau de mon établissement, je souhaiterais mettre des paniers pour que déjà les élèves commencent un peu à
à mettre les ordures, à trier les ordures avant de les mettre, mais ça c'est à petite échelle. J'ai envie de prendre également les pneus pour pouvoir en fait un peu faire de l'agriculture biologique, mais ça c'est pas à but lucratif si vous voulez. Ça c'est juste pour pouvoir initier les enfants en fait à l'écologie. Mais la seconde activité que je souhaiterais mener sur le compostage, j'aimerais faire ça à but lucratif. OK. Donc, mais je me dis que tant que vous n'avez pas testé, vous ne pouvez pas dire, personne ne peut vous dire si ça va marcher ou pas. Parce que c'est sûr que tout le monde a dû dire à quelqu'un que ça ne marchera pas et ça a marché. Voilà, donc personne n'a la science infuse. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à petite échelle, comme Nadine l'a dit, donc, et voir ce que ça va donner. Maintenant, après, si vous avez besoin d'expertise externe, vous avez besoin de techniciens, vous avez besoin d'experts dans les domaines, on peut toujours aider pour faire la mise en relation. Maintenant, si vous trouvez que le modèle il tient la route, il est bon, on peut peut-être ensemble réfléchir à comment faire déjà un véritable business. Ça marche. Donc, merci beaucoup. C'est ce que j'ai dit toujours aux entrepreneurs, il faut toujours commencer. Tant que vous ne commencez pas, vous ne savez pas si ça marchera pas. D'accord, ça me va. Commencez avec les moyens que vous avez, même si c'est dans votre cours. Ça marche. Merci beaucoup. Mais voilà, donc du coup, on vous invite tous à persévérer, à aller encore plus loin et à tester des choses à petite échelle et surtout peut-être aussi sonder vos élèves, qu'est-ce qui les intéresse, quels projets ils aimeraient eux aussi mener, puisque voilà, il n'y a pas d'âge pour commencer et la conscience environnementale se forge au fil des ans. En tout cas, bravo pour cette initiative et donc voilà, il y a plein d'exemples qui émergent. Je voyais encore dernièrement une école au Burkina qui avait des champs où ils pratiquaient l'agroécologie avec leurs élèves. Et donc, c'est vraiment formidable de pouvoir constater ça. Et donc, on espère aussi voir ce genre d'initiative de plus en plus et pourquoi pas dans votre école. En tout cas, on attend vos nouvelles avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais proposer maintenant à Safoura Ousmane Sissé de prendre la parole. Elle sera suivie de Isiaka Dougnon, qui peut aussi se préparer. Donc, Safoura, votre entreprise s'appelle Health Secret. Oui, Health Secret. La transformation et la commercialisation du produit de Noni à Ségou. Donc, oui. Merci beaucoup. Donc, je vous laisse la parole pour vous présenter plus en détail. D'accord. Bonsoir tout le monde. Je me nomme Safoura Ousmane Sissé. Je suis détentrice d'une maîtrise en anglais et arabe et une licence en management. J'ai 2 ans d'expérience maintenant dans la production et transformation du noni, qui est une plante d'origine asiatique qui a des vertus sur la santé. Et il y a énormément de bruit derrière vous. Je ne sais pas si c'est possible. Oui, désolée pour le bruit. Oui. En fait, nous sommes sur un site de 10 hectares où nous produisons notre fruit, le noni. Et ensuite, on a une unité de transformation équipée. Actuellement, l'équipe est composée de 4 personnes. Là, c'est une transformation uniquement basée sur du jus et la poudre de noni pour le moment. Mais dans l'avenir, nous comptons extendre nos produits sous d'autres formats. Là, aujourd'hui, j'ai juste 2 questions. Quels sont les conseils que vous donnerez pour la gestion des résidus après la transformation? Et la deuxième question, c'est au niveau de la lutte contre le changement climatique. Vu que le noni est un fruit qui a une forte absorption du carbone, donc du coup, l'extension, la vulgarisation de la plantation contribue à la lutte contre le changement climatique.
Donc, j'ai en tête de passer à un reboisement pour réduire les effets du changement climatique. Donc, du coup, mon souci, c'est en faisant cela, est-ce que je ne réduis pas ma demande ou en quelque sorte créer une sorte de concurrence, parce que dès que je me mets à donner les plantes comme ça partout dans le Mali, parce que j'ai en tête de pouvoir mettre à la disposition de toutes les régions du Mali des plants de noni pour contribuer à ma manière à la lutte contre le changement climatique. Mais en faisant cela, vu que la plante, elle produit toute l'année et pendant tous les mois, les fruits qui seront mûrs, comment gérer cela? Je vais demander à d'autres structures de passer à la transformation ou bien ces fruits vont être comment gérer cela en fait? Voilà. Merci et bravo pour ce projet Health Secret mené depuis Ségou. Bon, comme d'habitude, je laisse la parole à Nadine pour démarrer. Ok, Safoura. En tout cas, ça m'a l'air super intéressant. Moi, j'avais juste une petite remarque avant peut-être de répondre à votre question. C'est par rapport au fait que vous avez indiqué que cette plante, elle venait de l'Asie. Et j'ai des amis qui travaillent aussi avec des plantes exotiques et qui amènent des fois des graines d'autres continents. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais quand vous dites que vous souhaitez aussi peut-être étendre et distribuer cette plante dans les régions du Mali, moi, je me demande si comment les autres plantes endogènes locales vont réagir par rapport à cette plante asiatique, entre guillemets. Ça, c'est bon. Ça, j'ai pas de réponse à ça, hein, mais c'est quand même quelque chose qui m'interpelle. Maintenant, que faire avec les résidus? Moi, je dirais, ça dépendrait des quantités, mais comme c'est de la biomasse, soit vous voulez en faire du compost, vous pourriez en faire du biogaz. Ça, c'est deux options. Le biogaz, ça aurait l'avantage de faire de l'énergie. Donc, vous pourriez toujours après amener les hommes à cuisiner ou les femmes à cuisiner. Bon, bref, il y a plusieurs usages. Et après, vous avez quand même aussi toujours un produit, une sorte de compost à la fin. Et maintenant, voilà, moi, c'est un petit peu ce que je pouvais dire jusqu'alors. Merci. Maintenant, je vais rebondir un peu par rapport à votre intervention. Du biogaz, vu que je n'ai pas de formation et des connaissances requises pour cela, est-ce que j'aurai des structures comme par exemple le Donilab pour pouvoir faire une liaison avec ceux qui sont dans ce domaine en fait? Parce que nous, notre souci, c'est la transformation de notre production en jus et en poudre. Maintenant, les résidus, ça va être géré par une autre structure ou bien on peut se former pour pouvoir faire du biogaz avec ou des composts. Ok, peut-être moi je vais répondre à cette question. Tu peux désactiver ton micro, s'il te plaît. Ok, maintenant par rapport à l'utilisation, moi j'opterais beaucoup plus pour les composts. Je me dis que ça demande moins d'efforts et il y a beaucoup plus d'acteurs qui le font, même à Ségou. À Ségou, tu as peut-être Éléphant Vert qui fait de l'engrais organique. Peut-être se voir avec eux comment ils pouvaient avoir un deal et qu'ils rachètent des résidus, bon, même si c'est de sa petite quantité. J'ai visité les champs, ton champ et ton unité. Voilà, je ne sais pas si ça peut intéresser un gros acteur comme Éléphant Vert. Et c'est sûr qu'il y a des petits acteurs intermédiaires qui font l'engrais organique et ça pourrait intéresser. Donc, peut-être c'est à toi de faire ce job-là à Ségou. Tu es à Ségou, donc tu peux le faire peut-être sans Donilab. Donc, pour l'autre question, c'était si tu plantes beaucoup de noni à travers le Mali, est-ce que tu ne risques pas de faire tes propres concurrents? Moi, je me dis, en fait, tu as deux choix. Soit tu restes petit sur 2 hectares,
ou tu décides de grandir maintenant, peut-être changer de business model. Donc, ton prochain business model ne sera pas forcément faire du jus ou produire du jus de noni. C'est peut-être aider à reverdir les Mali, tu vois, et à réduire l'effet carbone. Donc, tout en réfléchissant à un autre business model, peut-être qui intègre des bailleurs qui sont intéressés par ces thématiques-là. Parce que ce qui est sûr, tu ne resteras pas là seul au Mali qui fera ça pendant tout le temps, quoi. Donc, ça c'est sûr. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre de l'avance, tu vois, réfléchir au prochain business model et aussi tout en grandissant, quoi, tout en grandissant son champ d'action. Je ne sais pas si c'est bon pour toi ou... Oui, d'accord, c'est bon. Merci beaucoup. Vous voulez quand même rajouter quelque chose sur le choix des espèces, hein? C'est une chose délicate. Merci à toi également. Je ne l'avais pas présenté. Tu es actuellement bénéficiaire aussi d'un programme de vous. Allez. Je crois que ma connexion a bugué. Allez-y, Nadine. Je ne sais pas, ça bug un peu, je ne sais pas. Ça pourra, vous m'entendez ou Oui, bon, on t'entend. Je pense que c'est la connexion de l'autre. Non, je disais juste que le choix des espèces pour replanter des arbres dans des zones dégradées au Mali, c'est quand même assez guidé, hein, parce que le tout eucalyptus, le tout anacardier, le tout comme ça, en fait, les écosystèmes maliens, ils ont besoin d'autres choses aussi. Donc, faut quand même regarder ça de près parce que ça peut être plus nocif que ça l'est en fait. Donc, je dirais que faire des projections avec cette plante, enfin cet arbre pour replanter, etc., et séquestrer du carbone, oui, mais sous condition. Voilà. Merci. Je suis d'accord avec vous, Nadine, qu'il faudra peut-être définir la zone parce qu'il y a des plantes qui ne poussent pas dans certaines zones. Donc, bien cibler sa zone et la plante. D'accord, merci beaucoup pour les conseils. C'est nous qui vous remercions. Vous êtes actuellement bénéficiaire d'un programme de Donilab au niveau de Ségou, le Women Investment Readiness. Et donc, profitez bien de ce temps-là pour avoir un maximum de conseils pour l'avenir de ce projet très prometteur. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Vraiment, je remercie le Donilab pour l'opportunité. Ce projet, il m'aide, il continuera à m'aider. Si Dieu le veut, parce que dès quand je commençais ce programme, je ne suis plus au même stade en fait. Donc, avec les formations, il y a eu de l'amélioration au niveau de mon entreprise et surtout au niveau de ma propre personne quant à la gestion de mon entreprise. Vraiment, merci pour l'opportunité. C'est formidable. Merci pour les témoignages. Très bien, mais il nous reste encore une personne à contacter. Il s'agit de Isiaka Dounion, puisque Abdoulaye Dembélé nous dit avoir des soucis de connexion, hein, donc ce sera le dernier entrepreneur avec qui nous échangeons. On repart dans le domaine de la production agricole, puisque Isiaka est propriétaire de Hope Mali Tree Farm, une ferme de 10 hectares à Zougoumé. Voilà, et un autre, c'est pas seulement ça, mais il va se présenter plus en détail. Vous pouvez ouvrir votre micro, Isiaka. Alors, Isiaka, est-ce que vous m'entendez? Allô? Allez-y, oui.
Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Ishaka Dougnon. J'ai une maîtrise en anglais et un diplôme de l'Institut de formation des maîtres IFM, anglais aussi. Je suis promoteur de la ferme Hop Mali Trifarm, qui veut dire en français ferme d'espoir au Mali, qui est une ferme bio aussi. La ferme se situe au niveau de Zougoumé, derrière Ngolobougou. C'est pas loin de l'université de Kabbalah. En fait, l'idée m'est venue quand, à chaque fois que je regarde les informations internationales, l'Afrique est vue comme un continent de misère, de famine. Donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que moi, personnellement, je peux faire à mon niveau pour changer quelque chose au sein de mon environnement. Donc, j'avais cette idée quand j'ai vu la Fondation Tony Elumelu en 2019. Donc, j'ai postulé à ce programme et heureusement, le programme a pris en considération ma demande. Donc, on a suivi la formation. On a eu un fonds d'amorçage de $1 500 comme ça. Et c'est avec ça que j'ai commencé. La saison passée, on a planté plus de 700 arbres fruitiers à la ferme et nous faisons aussi le maraîchage. On a les aubergines, beaucoup de choses. Voilà. Très bien, félicitations pour avoir initié ce projet. Maintenant, si vous avez des questions, allez-y, vous avez la parole. Voilà, la question, dans le futur, je compte créer un centre de formation agricole au sein de la ferme. Parce que les jeunes, quand ils finissent avec leurs études, ils veulent travailler dans des bureaux climatisés, alors que le secteur agricole est le secteur qui emploie le plus. Donc, quels sont les conseils que vous pouvez me prodiguer? Un centre de formation agricole et de leadership. Et la seconde question, moi, je ne suis pas entrepreneur à temps plein. Je suis entrepreneur à temps partiel parce que je travaille, j'investis au champ. Je compte quitter mon emploi. Maintenant, quel conseil vous pouvez me donner avant de quitter mon emploi? Je suis traducteur-interprète au sein d'une entreprise indienne et je suis aussi enseignant, maître d'anglais aussi. Voilà, voici mes 2 questions. Commençons par Tidiane, peut-être cette fois-ci. Est-ce que tu veux bien conseiller Isiaka? Ok, merci Isaka et félicitations pour votre ferme. Cette question, elle est toujours délicate. En fait, soit je quitte mon job ou je reste, ou j'investis étant un salarié, le temps que ça marche et que je fasse un switch. Pour moi, personnellement, c'est un modèle que je pense qui ne marche pas. En fait, un entrepreneur, c'est quand même le goût des risques, en fait. Prendre les risques et se jeter, et tout en se disant que ça va marcher. Parce qu'on ne se jette pas dans le vide aussi. Surtout que vous avez quand même une base, la ferme, elle existe déjà, même si elle n'est pas très grande, elle existe quand même. Mais à date d'aujourd'hui, je ne sais pas en fait, si vous dégagez des chiffres d'affaires ou pas. Vous pouvez répondre très rapidement. Je n'ai pas compris. Est-ce que vous gagnez de l'argent avec votre ferme aujourd'hui? Bon, moi, mes gardiens, j'ai 2 gardiens là-bas, je les paie 50 000 chacun. J'ai un technicien agricole qui fait le suivi. Donc, ce que je gagne au niveau de la ferme ne me permet pas de payer, de couvrir les dépenses. Est-ce que ça vous permet pas, vous permet pas de couvrir les dépenses parce que vous n'êtes pas là-bas plein temps? Et si vous étiez là-bas plein temps, peut-être que vous allez développer de nouvelles idées, faire bouger plus rapidement la ferme que si vous travaillez à mi-temps, vous ne pensez pas? Oui, ça c'est vrai. J'ai un second site aussi à Sanakroba que je viens de faire un forage et quelques briques. Là-bas, je compte faire l'élevage, la pisciculture aussi.
OK, donc ça veut dire que vous continuez à investir sans pourtant toujours être sûr de vous quitter votre job, quoi. Si, je vais quitter le job, ça c'est sûr. Mais vous ne savez pas quand. Pour le moment, je ne sais pas quand, mais ça sera en 2021 quand même. OK, moi je pense quand même que c'est une bonne transition, mais c'est quand même un point à réfléchir. Et après, je me dis que vous n'avez pas assez de choix. Vu les investissements que vous êtes en train de faire, vous n'avez d'autre choix que d'aller à 100% sur votre propre business. Voilà, maintenant, si votre salaire vous permet de faire face à certaines charges mensuelles, donc c'est tant mieux. Voilà, donc je pense que vous avez déjà un planning en fait, pour quitter, ça c'est déjà pas mal. Oui, oui. En fait, bien avant cette formation, j'avais déjà écrit à UK in Mali, mais malheureusement, la réponse a été négative pour un financement. OK. D'accord. Donc, l'autre question, c'était par rapport au centre de formation professionnelle. Oui. Donc, comme je le disais tantôt, vous pouvez commencer petit, hein, pas forcément avoir un centre de formation formel ou officiel, mais vous pouvez former des jeunes ou des futurs apprenants sur, en fait, ils viennent au champ, votre technicien, vous-même, vous montrez des choses, et petit à petit, les choses se mettent en place. Donc, je me dis, vous n'avez pas peut-être non seulement l'expertise qu'il faut et les moyens qu'il faut pour aller vers un centre de formation formel, officiel. D'accord. Nadine? Bon, moi, je ne réfléchis pas tout à fait comme une entrepreneuse, hein, parce que je ne suis pas une entrepreneuse. Je ne connais pas votre âge, Isiaka, mais je me J'ai dirais... 31 ans. Vous avez 31 ans. Ouais. Marié et père de 2 filles. Voilà. Donc, du coup, bon, moi, je prendrais plus de précautions. Vous avez, je sais pas, moi, je verrais ça un peu autrement, même si, donc, ça veut dire que vous devez vraiment savoir partager votre temps. Mais je dirais que tant que j'aurai pas une bonne visibilité sur mes revenus, et que par contre, en ayant 2 jobs de traduction, etc., qui vous procurent, je pense, quand même assez de plaisir, eh bien, je verrai ça d'abord. Essayer de réfléchir bien ce que vous laissez, parce que vous allez quitter quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Peut-être, moi, j'irai plus progressivement, mais je ne suis pas comme Tidiane et vous. Vous êtes des entrepreneurs, vous savez ce que vous voulez faire. Donc, je n'ai pas vraiment un conseil à viser là-dessus. Je parlerai plutôt comme une maman ou en me disant, mais si mon fils, il a tout quitté ses études pour maintenant se taper tout ce travail et tout, je serais un peu préoccupée. Voilà. Mais je pense que peut-être vous, graduellement, vous avez dit 2021, donc voilà, hein, vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Bonne chance. Merci beaucoup. Voilà, ben, j'essaye de réactiver ma caméra pour les dernières minutes, en espérant que ça fonctionne. Voilà, ben, j'ai trouvé que c'était vraiment très enrichissant d'avoir tous ces témoignages. On s'excuse envers les autres participants qui auraient aussi souhaité prendre la parole. Donc, je vous avais averti en fait que l'on ne pourrait pas vous entendre ce soir. En tout cas, nous, ce qu'on espère vraiment, c'est que ça aura vraiment pu... Je ferme le micro, que ça aura pu inspirer tout à chacun. On a essayé de sélectionner une grande diversité de projets. Certains sont au stade d'idées, d'autres ont démarré depuis peu, d'autres encore depuis plus d'une année dans des secteurs très divers. Voilà, en tout cas, c'était un petit échantillon de qui vous êtes, de ce que vous faites et ce que vous proposez dans la lutte contre les changements climatiques, chacun à votre niveau. On est très content de vous avoir donné davantage la parole ce soir. Tidiane, peut-être un petit mot de conclusion ou quelques conseils en plus à tous ceux qui nous suivent dans ces conférences. Ouais, merci déjà à tous pour l'assiduité
fait la présence tous les jours pendant 5 semaines. Je pense que demain, on prend rendez-vous pour la clôture en présence de l'ambassadeur de Grande-Bretagne au Mali. Peut-être, bon, moi, je ne peux pas peut-être des conseils, mais peut-être partager ma petite expérience d'entrepreneur en fait, quand j'ai commencé. Comme je le disais, je ne sais pas, non, c'est pas Safoura, c'est Alan Sari. Il faut toujours, non, pas elle, ouais, ok. Il faut toujours commencer, en fait. Il faut toujours commencer, quels que soient vos moyens, quel que soit là où vous êtes, quel que soit votre projet. Il est bon de prendre des conseils avec les gens, de voir leur avis, mais personne n'est prophète, en fait, pour vous dire si votre projet, il marchera ou pas. La seule chose ou la seule personne qui vous dit si votre projet marchera ou pas, c'est votre marché. C'est la réalité du terrain. Donc, c'est quand vous allez être confronté au marché, vous allez être confronté à vos futurs clients, que vous saurez que si votre projet, il marchera ou ne marchera pas. Mais je pense qu'il marchera toujours si vous acceptez d'écouter quand même les marchés, si vous acceptez d'écouter vos clients, leurs plaintes, leurs aspirations. Donc, essayez toujours d'améliorer quand même votre business, votre façon de faire. Je sais qu'aujourd'hui, on est tous sur les réseaux sociaux, on est tous jeunes, ça veut dire qu'on est tous sur WhatsApp, on va soit sur WhatsApp, soit sur Facebook, des pages. Mais généralement, quand on envoie des messages à ces pages en inbox, personne ne répond pendant 3 mois. Donc, c'est au bout de 3 mois, quelqu'un lui dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Mais alors que si vous acceptez quand même de mettre votre produit sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est votre marque en fait, c'est votre image de marque. Si vous n'avez pas les moyens de prendre quelqu'un pour gérer cette image de marque, donnez-vous un temps. Dites-vous que c'est là où vous pouvez quand même être en interaction avec vos clients, prendre en compte leurs plaintes. Mais moi, je suis sûr que tout entrepreneur qui ose, qui est sérieux, qui est persévérant, qui écoute son marché, n'a pas mille choix que de réussir. En fait, la réussite passe forcément par là. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Commencer avec ce qu'on a. Commencer où est-ce qu'on est. Merci Elodie. Merci Anadine. Oui, encore une fois, merci à Nadine. Et donc, avant de conclure, on aimerait quand même vous laisser encore une fois la parole, Nadine. Peut-être voilà, votre sentiment après avoir écouté tous ces entrepreneurs, jeunes ou moins jeunes. Quel serait votre mot pour conclure? Ben, effectivement, je pense que, comme l'a dit Tidiane, avec la persévérance en Afrique, c'est là où tout se passe. Donc, il faut continuer à croire à votre projet. Et franchement, félicitations à toutes et à tous. Voilà. Mais encore merci d'avoir accepté notre invitation, de vous être prêté à cet exercice de coaching rapide, certes, mais on est sûr qu'on aura pu apporter quelques idées et inspirer d'autres à travers tous vos témoignages et vos présentations de projets d'entreprise. Merci d'avoir joué le jeu. Alors, avant de vous dire au revoir à tous, on vous rappelle que vous venez de recevoir aujourd'hui une petite enquête de satisfaction. Merci d'y répondre. Comme ça, on verra aussi ce qui a fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné dans ce programme Donny Green. Et on vous donne rendez-vous demain. On espère que vous serez tous au rendez-vous pour pouvoir clôturer ce programme avec notre principal partenaire, donc l'ambassade de Grande-Bretagne au Mali, monsieur l'ambassadeur qui sera présent pour clôturer cette séance. Et puis, on aura aussi un message de la part du docteur Arona Diédou, qui a accepté de parrainer cette première promotion Donny Green. Arona Diédou est donc scientifique, spécialisé dans les changements climatiques, auteur principal de nombreux rapports du GIEC. Et donc, il salue énormément cette initiative Donny Green et il viendra avec un message pour vous encourager et vous inciter tous à en faire encore davantage dans cette lutte contre les changements climatiques. Donc, merci pour votre présence et donc on se dit à demain.